Ce forum, nous l'avons appelé Forum intergénérationnel, car nous souhaitions rassembler toutes les générations, de la première à la quatrième, un concept encore nouveau en France. Combien de débats et de conférences, etc. Regardez, ça, et chaque fois des salles pleines. Chaque fois des salles pleines, avec ces mots qui revenaient tout le temps. Héritage, transmission, qu'est-ce qui va se faire après nous, etc. Je pourrais en parler pendant 3 jours, mais je vais être le plus bref possible en citant quelques exemples d'influence que la Shoah a eu dans ma vie. Et est-ce que vous avez parlé à votre mari de votre expérience concentratrice? Jamais je n'ai parlé de mon histoire, ni à mon mari, ni à mon fils, ni à mes enfants. Par exemple, j'ai des neveux et des arrière-petits-neveux qui ont été dans des établissements scolaires. Ils m'ont fait venir pour parler dans leurs établissements scolaires, mais jamais, devant mes sœurs, non, jamais, ça je ne peux pas, ni devant des amis. Sur les enfants des enfants, on a tout dit, parfois les parents ont parlé, parfois ils n'ont pas parlé. Ça m'incite à me souvenir de cette vieille plaque juive. Un prêtre, un libre penseur et un rabbin discutent du début de la vie. Le prêtre explique que la vie commence à la conception. Le libre penseur, lui, explique au contraire que la vie, pour un libre penseur, bien sûr, commence à la naissance. C'est le cri primal, et avant le cri primal, il n'y a rien. Et puis l'un et l'autre, au bout de leur discussion, se tournent vers le rabbin et disent: vous, monsieur le rabbin, vous en pensez quoi? Et le rabbin leur répond: ah, et pour nous, vous savez, la vie, ça commence quand les enfants quittent la maison. Le problème, c'est que les enfants ne quittent jamais la maison. Vous êtes des enfants cachés, nous sommes éventuellement des enfants d'enfants cachés ou des enfants de déportés. Mais ce qui est important, c'est que nous ne quittions jamais notre histoire. Pendant sa détention, mon père a rencontré le secrétaire allemand de la prison. Mon père parlait yiddish, il se comprenait bien. Ce secrétaire allemand avait 2 jumeaux comme enfants, mon père aussi 2 jumeaux. Et il y a eu entre eux une certaine compassion. Ce sont des choses qui peuvent encore arriver. Et mon père m'a toujours dit: Hans ne m'a jamais inscrit sur la liste. Pour moi, c'est mon premier juste, un secrétaire allemand. J'ai fait des cérémonies de remise de médailles il y a 4 ans de ça, et c'est vrai, il y a un monsieur qui n'avait jamais dit à sa femme qu'il était juif. Et elle l'a découvert au moment où il a fait l'instruction du dossier. Cette femme, elle m'a rendue malade. Parce que 50 ans après, elle apprenait que son mari était juif, qu'il avait été caché, que pendant des années, ils sont allés dans la famille. Elle pensait que c'était la famille de son mari, et pas du tout, c'était les gens qui l'avaient caché. Avec un père bibliothécaire yiddish et une mère institutrice en yiddish, j'ai pu goûter au plus beau de la production d'après la guerre, mais aussi ce qui concernait la Shoah. Ce volet spécial concernant la Shoah n'était pas naturel, ni ludique. C'était un devoir, pour ainsi dire une obligation sacrée. En effet, mon grand-père maternel avait goûté aux prisons du Tsar en 1907 pour avoir organisé des cours du soir en yiddish sans autorisation. Il faut savoir qu'un être humain est capable de s'adapter à des choses terribles et quand même survivre. Je n'ai jamais été un enfant. Je n'ai pas jamais joué avec des jouets, comme un enfant joue. J'ai été tout de suite un vieux, voilà. Et d'ailleurs, je m'entendais très très bien, puisqu'on avait plus de 70 ans ensemble, avec ma femme. Elle était un peu plus âgée, elle me comprenait mieux.
finalement, la personne avec qui il a pu parler, tout de suite, très rapidement, c'est ma mère. Ta femme m'a dit que tu faisais énormément de cauchemars. Pendant 14 ans. Pendant 14 ans. J'ai fêté mes 6 ans à Bergen-Belsen. Je joue mon propre rôle. Je fais en moyenne 2 écoles par semaine en ce moment. J'ai eu une fois un jeune garçon qui m'a dit « Mais les Palestiniens sont tués par les Israéliens ». Et je lui ai bien décrit ce qui se passait à Auschwitz. Et j'ai dit « Je n'ai jamais entendu que même le politicien le plus à droite en Israël a dit qu'il fallait tuer tous les Palestiniens, tous les Arabes, tandis que le but final de la Shoah était qu'il n'y en ait plus. » Si des gens disent les camps n'ont jamais existé, vous pourrez dire ça n'est pas vrai. Moi j'ai rencontré quelqu'un qui a été dans un camp. Réfléchissez, participez, tâchez de comprendre l'incompréhensible, mais surtout transmettez. Transmettez par tous les moyens. Éducation, manifestations, livres, films, etc. Mes amis, je suis un juif de la Shoah, je ne suis qu'un juif de la Shoah. Je n'ai guère de lien avec la religion et la culture juive, je n'ai pas fait de bar mitzvah, pas plus que mon père assassiné à Auschwitz. J'ai épousé la femme que j'aimais, allemande et non juive. C'est elle, voulant réhabiliter l'Allemagne par des actes et pas seulement par des paroles, qui m'a aidé à plonger dans une action de justice, d'histoire et de mémoire. L'originalité, c'est de réunir toutes les générations qui sont intéressées par la Shoah et puis de se poser les questions de qu'arrivera-t-il après la disparition non seulement des déportés, mais des enfants des déportés, et qu'il ne restera plus personne qui aura connu et aimé quelqu'un qui a traversé la Shoah, donc, ou qui a été victime de la Shoah. On vient commémorer ce qui s'est passé il y a quand même pas mal de temps, il y a 70 ans. Une chose horrible, la Shoah, et voilà, c'est important pour nous, pour la jeunesse. Je suis très très contente qu'on soit là, toutes. Et on s'aperçoit quand même que les histoires, à travers tout ce qui a pu se dire, en fait, se ressemblent. Ouais. Même si, bon, elles sont douloureuses, c'est vrai, il y a des degrés de... Mais non, elles sont toutes douloureuses. Elles sont toutes douloureuses. Dans la transmission, c'est ce qu'on voit. Oui. Et ce qui était intéressant dans l'atelier, c'est que chacun a pu parler, s'exprimer, 2e, 3e, 4e génération. Et l'important, c'est qu'on se retrouve dans un discours finalement qui nous est tous commun. Et voilà, ce qui est génial, c'est qu'il y a 600 personnes qui peuvent parler de la même chose et être compris par tout le monde. En termes de réunion de participants, j'avais jamais vu un tel nombre de personnes participer autour de ces sujets-là. Je voulais absolument, parce que si vous voulez, si mes filles sont venues, nous on est là, mais on est le passé, hein, et on l'a passé. La personnalité de ma mère, la survivante, le fait qu'elle s'est toujours battue et que même si on n'a pas toujours été, nos relations n'ont pas été toujours faciles, c'est cette histoire, au fond, a parasité notre histoire à ses filles, mais que maintenant qu'on est très clair avec ça, c'est une véritable force. C'est une force. Ma mère est fille de déportés. Moi, je suis enfant caché. Je sais qu'il est plus facile de parler avec les petits-enfants qu'avec ses propres enfants. Donc, à l'heure actuelle, avec mon fils, ce n'est pas des sujets qu'on évoque réellement. Je comptais justement sur ce forum pour peut-être essayer de se parler mutuellement via ce forum. Ouba, elle fait partie des dernières générations qui ont connu la guerre et qui peuvent nous transmettre leurs témoignages directs. C'est-à-dire que c'est d'où l'intérêt de ce mémorial aujourd'hui, c'est qu'on peut en parler, on peut discuter, et je pense qu'on a un réel devoir de mémoire. On sait que la mémoire elle est refoulée après les événements,
et nous, ensuite les générations futures, on a un réel devoir de mémoire. Alors en fait, j'ai dit à mon père que je venais aujourd'hui à ce colloque au Mémorial à Paris. Et mon père m'a dit, j'ai été contactée il y a 1 an par la petite fille des gens qui m'ont cachée pendant la guerre. Et quand mon grand-père et ma grand-mère sont décédés, finalement les derniers survivants et témoins de cette histoire avaient disparu. Et donc j'ai voulu, quelques années après, retrouver ces enfants qui ont été cachés. Sans sa famille, mon père serait peut-être plus là. En neuroimagerie, on peut photographier comment le cerveau du bébé qu'elle porte est altéré, non pas par la mère, mais par son malheur. C'est-à-dire que ce n'est pas le traumatisme qui est transmis, c'est la réaction émotionnelle de la mère à son traumatisme. Ce qui veut dire que si la mère est soutenue par son mari, par sa famille, par sa culture, il n'y aura pas de substance d'alerte et le bébé se développera au mieux de ses potentiels génétiques. Mais dans le cas qui nous rassemble aujourd'hui, la mère n'a pas été soutenue puisqu'elle a été survivante, arrêtée, déportée, cachée, vivant dans une alerte constante. Parce que pourquoi est-ce qu'il faut cacher un enfant? Parce que si on ne le cache pas, il va être tué. Donc on cache un enfant parce que cet enfant est condamné à mort. Condamné à mort pourquoi? Eh bien, il est condamné à mort pour un crime qu'il va commettre, qu'il n'a pas commis, mais puisqu'il est juif, donc il va commettre un crime. C'est ce que disaient les nazis. Quand j'ai été arrêté, j'avais 6 ans et demi, et quand j'ai été arrêté, l'officier de Gestapo, la dame qui me cachait, a dit « On ne lui dira pas, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. » Et l'officier français de la Gestapo a répondu mais non, il faut qu'on l'arrête parce que sinon, en grandissant, ça va devenir un ennemi d'Hitler. Ce qui n'était pas si mal vu que ça. Mais donc ça veut dire que j'étais condamné à mort pour un crime que je n'avais pas encore eu le temps de commettre. On dit que la transmission des traces, la transmission biologique peut se faire pendant 5 générations si on ne fait rien. Mais nous, psychiatres, psychologues, éducateurs, artistes, on est là pour faire quelque chose. Et dans ce cas-là, la transmission s'arrête instantanément. Mais je crois quand même que ce qu'il faut transmettre à nos enfants et à leurs propres enfants, et même pour les générations suivantes, c'est attention au langage totalitaire. J'ai commencé ma vie en étant fracassé par un langage totalitaire. J'arrive au dernier chapitre de mon existence en voyant réapparaître un autre langage totalitaire. C'est pas le nazisme, il n'y a pas le racisme, il n'y a pas la biologie imaginaire du racisme, c'est un langage totalitaire aussi. Et ça, je ne m'y attendais pas, c'est une blessure. Donc attention, vous les jeunes, attention au langage totalitaire. J'ai vu les débuts de Dieudonné et tout à coup ce qui se passait auprès de mes élèves. J'ai vu les débuts dévastateurs de Tariq Ramadan chez mes élèves. J'ai vu toutes ces prédations se mettre à l'œuvre et les dégâts que ça faisait. Et il y en a beaucoup d'autres. Le yiddish était dans ma famille, c'était la langue que ma mère parlait avec mes grands-parents. On est vivant, alors on va vivre. On va vivre et on va essayer d'être des mensch. Un mensch, c'est un intraduisible, c'est vraiment essayer de devenir humain le plus possible. Vous vous rendez compte? On n'a pas osé parler. Comme en Israël, ils ont attendu le procès Eichmann, 61-62, pour oser parler de la Shoah. Personne ne parlait de la Shoah. Personne. On n'osait pas en parler. C'était pas glorieux. Il fallait être un peuple nouveau, un homme nouveau dans un pays nouveau. Il fallait pas reparler de tout ça. Ah oui, j'ai adoré un grand rabbin qui était là, Kaufmann, qui a dit « Je ne sais pas ce que c'est que d'être juif. Au moins les choses sont dites. Je ne sais pas ce que c'est d'être juif. »
Ça m'a fait plaisir qu'un grand rabbin dise ça, vous ne pouvez pas savoir. Moi, je suis juif, mais je ne peux pas me résumer à une identité juive. C'est pas possible, je suis autre chose aussi. Je suis gros, je suis hétérosexuel, je suis tunisien, je suis ce qu'on veut. Mais on ne peut pas se réduire à une identité seulement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je ressens, je sens, j'ai des vertiges, des paroles inexprimées, d'autres qui vont très loin. J'entends des silences. Je me sens entouré de morts aussi, mais plein de vie aussi. Ben, vous voyez, les morts, ceux de la Shoah, ils sont là. Ah, ils sont là. C'est ma façon à moi de sentir ça. Mais en même temps, plein de paroles rentrées des gens. Et ça, c'est fabuleux. C'est comment dire, comment transmettre, comment je dois parler à mes enfants. C'est plus facile avec mes petits-enfants qu'avec mes enfants. Enfin, des trucs. C'est ça que j'appelle le vertige. Et le problème, c'est pas soi, c'est la Shoah. C'est pas qu'est-ce que je fais pas, ou comment je le fais, comment je le fais pas, etc. C'est la Shoah. Comment on va faire pour transmettre après notre mort à tous, pour raconter, pour transmettre ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Comment on va faire? C'est ça qui plane dans toutes les réunions auxquelles j'ai pu assister. Et la vodka. Ah non, c'est de la bourra. Ah, c'est de la bourra. C'est de la bourra. Je veux de la vodka, moi. Alors la vodka, c'est ça, Ginette. J'arrose la fin de mes 93 ans. Et moi, je retiens que c'était extraordinaire. Sympathique comme tout, agréable. Nous avons travaillé depuis des mois sous forme d'ateliers parce que ça nous semblait absolument indispensable que les ateliers permettent à la parole de circuler le plus possible. On ne voulait pas que ça soit une conférence avec des spécialistes, mais on voulait vraiment que les gens puissent s'exprimer, raconter, pleurer et vraiment être partie prenante de ce débat. 600 personnes qui ont traversé ces 2 jours de conférence, c'est énorme. On a dû véritablement fermer les inscriptions depuis 10 jours tellement on avait de demandes. Mais ça prouve que ça répond à véritablement un besoin et ça prouve que ça répond aussi à une demande qui est de vouloir être ensemble. De vouloir être ensemble pour parler, pour partager les mêmes préoccupations, les mêmes peurs et peut-être se sentir mieux ensemble, réfléchir ensemble pour être mieux ensemble et comprendre finalement qu'on n'est pas tout seul à partager ses préoccupations, mais que c'est un groupe entier pour qui c'est les mêmes souffrances et les mêmes difficultés. Et donc ça les rend peut-être un peu moins difficiles à affronter et affronter le présent aujourd'hui.